il a raison, il va gagner des millions. Investis ton argent en actions. Les marchés continuent leur ascension sans fin apparente. Un trader contrarien est toi quelqu'un qui parie contre la majorité. Un rendement annuel composé moyen de plus de 34% sur presque 20 ans, supérieur à celui de Warren Buffett. Cela démontre que les investisseurs individuels peuvent réussir. Et tout commence par un pari contre la majorité en 1999, quand le monde entier pensait que les marchés ne pouvaient que monter, sauf Greenspan et lui. Mais comment savons-nous quand l'exubérance irrationnelle a indûment fait grimper la valeur des actifs qui deviennent alors sujets à des contractions inattendues et prolongées ? C'est vraiment un vrai phénomène. Sécher les cours est sa routine. Être attentif n'est même pas envisageable pour lui. Il a été renvoyé de 3 lycées. Pour quelle raison ? Il ne se soucie tout simplement pas de faire le moindre travail. Et quand il a des ennuis, il balaye tous les conseils d'un revers de main, comme si de rien n'était. Comme beaucoup de grands traders, il a une revanche à prendre sur la vie. Nous l'avons recherché et contacté exclusivement pour Megalomedia, afin d'en savoir plus sur la psychologie des traders à un jeune âge. Je pensais un peu différemment de beaucoup de gens et cela s'est ensuite développé dans ma façon de trader. Son père lève les bras au ciel quand il atteint 15 ans. Gérer avec lui semble impossible. Sa mère, psychologue pour enfants, adopte curieusement une approche différente. « Laisse-le faire », dit-elle, il finira par se trouver. Mais avec une moyenne de 1,7, l'université semble être un rêve lointain. Pourtant, il pourrait y avoir une opportunité de ne pas finir comme un raté complet. L'Université de Floride du Sud a une politique de porte ouverte. Si tes scores au Scholastic Assessment Test sont suffisants, tu es accepté. Il réussit tout juste à passer, pour se retrouver peu après en probation académique. Se spécialiser en finance ne change pas tout de suite son attitude, mais lors de sa 2e année, il se retrouve dans une salle d'attente à Tampa. Cela m'a vraiment changé, à 19 ans environ. Certaines choses que j'ai vues dans cette salle d'attente, je n'avais pas besoin de les revoir. Ça m'a frappé. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de grandir et de devenir sérieux. C'est son signal d'alarme. Il réalise que ce n'est pas ce qu'il veut faire de sa vie. À partir de ce moment, il choisit de viser les meilleures notes. Un nouveau chapitre commence alors, un chapitre de croissance avec un avenir prometteur. Son prochain objectif, Harvard. Après son diplôme, son parcours prend un tournant inattendu. À l'université, l'économie le fascine comme rien d'autre. Il s'immerge dans les livres, dévorant de nouveaux ouvrages d'économie et de gestion tous les quelques jours. Pendant sa dernière année, il jongle même avec un emploi presque à temps plein dans l'immobilier en plus de ses études. Poussé par l'ambition, il vise un programme de Master of Business Administration de premier plan. Fort d'un score impressionnant au Graduate Management Admission Test, il rêve de Harvard, Chicago ou Wharton. Mais la réalité le rattrape durement. Tout exige des années d'expérience professionnelle ou un père fortuné travaillant pour des institutions prestigieuses, 2 choses qui lui font défaut. Se sentant un peu perdu, il se retrouve à la croisée des chemins. Un diplôme de l'Université de Floride du Sud n'est pas un passeport pour des entreprises prestigieuses comme Goldman Sachs. Des entreprises comme Goldman Sachs ou d'autres banques dites de premier plan comme JP Morgan ou Morgan Stanley recrutent souvent uniquement dans des universités dites cibles. Un groupe d'universités qu'ils considèrent comme répondant le mieux à leurs besoins en matière de recrutement. Et si vous n'étudiez pas dans l'une de ces universités, il est beaucoup plus difficile d'intégrer ces banques prestigieuses. Mais le destin intervient. Le berceau de BNF et CIS, 2 traders légendaires, le Japon, va bientôt entrer dans ce qu'on appelle la décennie perdue. Mais en ce moment, en 1988, le pays est en plein essor. Un ami dit à Jason qu'il y a beaucoup d'opportunités en tant que professeur d'anglais au Japon.
Jason y voit une chance d'aventure et de développement. Sans hésiter, il fait ses valises, accompagné de sa petite amie, et part pour le Japon. Pendant environ 1 an, il s'immerge dans l'enseignement de l'anglais, découvrant une nouvelle culture et un nouveau chapitre de sa vie. C'est un détour par rapport à ses plans initiaux, mais cela lui ouvre les yeux sur des possibilités qu'il n'avait jamais imaginées. Et il ne se doute pas que cette expérience posera les bases de ses futures entreprises. Lors de son séjour au Japon, il postule audacieusement un emploi chez HSBC. Cette opportunité le conduit à Hong Kong pour un entretien. Et, à sa grande joie, il décroche un poste dans leur programme de développement des cadres. C'est un parcours prometteur de 5 ans avec des rotations dans différents départements, conçus pour former les futurs dirigeants. Désireux de se lancer dans le trading, il exprime une préférence pour le département du Trésor. Mais le programme a d'autres plans. Il vise à former des banquiers généralistes destinés à des postes de haute direction. Malgré ce décalage, il donne le meilleur de lui-même. La plupart des traders que nous avons présentés sur cette chaîne étaient des marginaux. Ces personnes ne s'intègrent pas facilement dans des environnements hiérarchiques. À part certains des milliardaires que nous avons présentés, certains d'entre eux avaient des parcours très traditionnels dans la haute finance, avant de se lancer et de créer leurs propres fonds. Cependant, des tensions apparaissent rapidement. Son parcours atypique entre en conflit avec les méthodes traditionnelles de l'institution. Un gamin juif rebelle du New Jersey dans une institution vieille de plusieurs siècles. C'est un choc des cultures qui ne demande qu'à éclater. Et cela ne tarde pas à arriver. Au bout d'environ 1 an, HSBC lui montre la porte. La raison ? Insoumission totale, rappelant les problèmes qu'il avait déjà rencontrés au lycée. Mais il s'avère que son passage chez HSBC mène à une rencontre très importante. Il est se présenter à Hang Seng Futures. Pendant son poste chez HSBC à Hong Kong, son aventure dans le trading débute par une rencontre fortuite sur le terrain de softball américain. Un coéquipier courtier lui fait découvrir le trading de contrats à terme. Malgré son manque de connaissances, mais avec une envie d'apprendre, il achète son premier contrat à terme Hang Seng. Les contrats à terme Hang Seng permettent aux investisseurs de spéculer sur l'évolution future de l'indice Hang Seng, qui est là le principal indice boursier de la bourse de Hong Kong. Ces contrats à terme sont des accords pour acheter ou vendre l'indice Hang Seng à un prix prédéterminé à une date spécifiée dans le futur. Les contrats à terme Hang Seng sont populaires parmi les investisseurs qui souhaitent s'exposer au marché boursier de Hong Kong sans posséder d'actions individuelles. Et il se trouve que le moment pour acheter ces contrats à terme ne pourrait pas être meilleur. Ses premiers pas dans le trading coïncident avec un marché haussier, une période d'opportunité et d'exubérance. Il achète l'indice Hang Seng alors qu'il est à 4000 et seulement 6 mois plus tard, il est à 7000. Ses profits grimpent en flèche et il affiche ostensiblement sa réussite. Il s'imagine une vie de richesse et de luxe. L'un des premiers livres qu'il achète sur le trading provient d'une série de livres qui a également inspiré cette vidéo. Au fil de son immersion dans l'univers du trading, il est captivé. Ces traders suivent leurs propres règles. Ils ne se laissent pas influencer par la sagesse conventionnelle. Tout semble parfait. C'est sa vocation. C'est l'une des raisons pour lesquelles les traders, ou les gars des fonds spéculatifs, entrent dans l'industrie au départ. C'est parce que leur première opération est un véritable succès, ils se sentent comme les rois du monde. Cela leur donne un coup de pouce et beaucoup de confiance, et parfois même une vision très irréaliste de la façon dont le marché fonctionne. Une vision qui, au fil des mois et des années, et aussi lorsque ces personnes subissent des pertes, devient plus réaliste. Après avoir été licencié de HSBC, il s'immerge encore plus dans le trading, cette fois avec des sociétés de courtage locales à Hong Kong. Là, il fait la connaissance d'un trader chevronné qui le finance avec 100 000 $. Jason entre sur le marché à terme avec confiance, profitant de la vague d'un marché haussier. Sa fortune grossit, il fait monter sa mise jusqu'à 700 000 $. Étape suivante, acheter une Porsche et planifier comment devenir milliardaire. Pourtant, le marché haussier s'essouffle.
sa chance aussi. En quelques mois, tu nous regardes impuissants, alors que sa fortune s'évapore, ne lui laissant qu'un actif qui perd de la valeur. Mais la prochaine occasion de gagner beaucoup d'argent est juste au coin de la rue. Un homme de 28 ans appelé Nick Leeson est sur le point de faire faillite à la plus ancienne banque d'Angleterre, et Jason va essayer d'en profiter. Il était une fois, dans le monde de l'argent roi et des enjeux élevés, un jeune homme nommé Nick Leeson. Il travaillait pour la Barings Bank. La Barings Bank était une banque d'affaires britannique fondée en 1762. Avec une riche histoire s'étendant sur plus de 2 siècles, elle était autrefois l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses banques du Royaume-Uni, connue pour ses activités de banque d'affaires. Nick était ambitieux et désireux de faire ses preuves dans le monde de la finance. Le parcours de Nick l'a mené à Singapour, où il s'est vu confier une grande responsabilité, gérer les opérations de la banque Baring en Extrême-Orient. C'était un poste prestigieux, mais il comportait son lot de défis. À Singapour, Nick a commencé à prendre des paris risqués sur le marché des produits dérivés. Il espérait réaliser de gros profits pour la banque, mais au lieu de cela, il a fini par perdre beaucoup d'argent, vraiment beaucoup. Au lieu d'admettre ses erreurs, Nick a essayé de dissimuler ses pertes en les cachant dans un compte secret. Avec le temps, les pertes de Nick se sont aggravées. Il perdait des millions de dollars chaque jour, mais il continuait à prendre des risques en espérant renverser la situation. Mais plus il essayait de réparer les choses, plus elles empiraient. Finalement, la vérité a éclaté. La Barings Bank s'est rendu compte que Nick avait perdu plus de 800 millions de livres sterling, soit près de 1,4 milliard de dollars actuels. C'était une somme d'argent stupéfiante et cela signifiait la catastrophe pour la banque. La Barings Bank, autrefois une institution fière et puissante, a été contrainte de déclarer faillite. La nouvelle a provoqué une onde de choc dans le monde de la finance. Et Nick Leeson est devenu tristement célèbre du jour au lendemain. Idizal a été arrêté et envoyé en prison pour son rôle dans l'effondrement de la Barings Bank. Mais à des centaines de kilomètres de là, Jason est prêt à gagner beaucoup d'argent grâce à Nick Leeson. La volatilité sur les options du Nikkei était tellement basse que cela n'avait aucun sens et cela durait depuis un certain temps. Les valeurs étaient si basses que Nick Leeson a vendu une telle volatilité que l'annonce a été faite le lendemain. Cela cause une panique sur le marché, les contrats à terme du Nikkei ouvrant avec une décote massive comparée au marché au comptant. Jason entre en scène et effectue une opération classique de portage au comptant. Il achète les contrats à terme et vend le comptant. Le lendemain, cette relation est revenue à son niveau mathématique habituel et nous en avons tiré profit. Les chiffres exacts m'échappent, mais il s'agissait de quelques millions de dollars. Leeson détient une énorme position vendeuse sur les options des contrats à terme de l'indice Nikkei quand il est découvert. Le gouvernement de Singapour annonce qu'il va liquider l'intégralité de la position ce jour-là. Les contrats à terme sur le Nikkei se négocient toute la journée avec une décote de 15 à 20% par rapport au comptant. Jason prend une position longue sur les contrats à terme et courte sur le comptant. Le lendemain, le comptant et les contrats à terme se réalignent. Il réalise près de 20% de bénéfices sur cette opération en une journée. Il est temps d'accélérer. Jason a 27 ans et il est officiellement le roi du monde. Ou du moins, c'est ce qu'il ressent. Il a accumulé plus de 500 000 dollars sur son compte grâce au trading. Il vit le rêve absolu de tout trader. Il a une petite amie séduisante, il déménage à Phuket en Thaïlande, il obtient une maison et installe une antenne parabolique, l'installation de trading ultime. Il profite des plages locales, du soleil, du style de vie luxueux qu'il peut enfin se permettre. C'est une bonne époque pour vivre en Thaïlande et dans le monde entier. C'est cette période incroyable des années 90 où la bourse ne connaît qu'une seule direction, la hausse. Et c'est à ce moment-là que les anticonformistes, comme Jason, repèrent des opportunités. Chaque fois que tout le marché pense A, il est judicieux de considérer B. Tout le monde pense que le marché va continuer à monter. Après tout, en 1982, le Dow Jones était à 2573 et en 1999, il oscille entre 17 500 et 20 000. 8 fois en 17 ans. Mais Jason prend l'autre côté de la transaction. Ce qui monte doit redescendre.
Et il n'est pas le seul à le penser. Voici Alan Greenspan. Alan Greenspan est une figure emblématique dans le monde de la finance et de l'économie. Il a été président de la Réserve fédérale des États-Unis de 1987 à 2006. Reconnu pour son intelligence et son expertise, le mandat de Greenspan à la Fed lui vaut une large reconnaissance et une grande renommée. Ce qui est vraiment remarquable chez Greenspan, c'est son habileté à naviguer à travers des défis économiques complexes, ce qui lui a valu le surnom de maestro pour sa capacité apparemment magique à guider l'économie à travers des eaux turbulentes. Son mandat connaît la plus longue expansion économique de l'histoire des États-Unis, marquée par une faible inflation et une croissance régulière, faisant de lui l'un des banquiers centraux les plus influents de l'ère moderne. Dans la nuit du jeudi 5 décembre 1996, Alan Greenspan prononce un discours lors d'un dîner de l'American Enterprise Institute à Washington, qui entrera dans les livres d'histoire sous le nom de discours de l'exubérance irrationnelle. Il contient de nombreux avertissements pour les investisseurs d'aujourd'hui, et à l'époque, le message est sans clair. Le marché ne peut pas toujours monter. Mais comment savons-nous quand l'exubérance irrationnelle a indûment fait grimper la valeur des actifs, qui deviennent alors sujets à des contractions inattendues et prolongées? C'est le signe que Jason attendait. C'est lui et Greenspan contre le reste du monde. L'indice boursier S&P 500 clôture jeudi après-midi dans une ignorance totale de ce qui va arriver plus tard dans la soirée, à 744,38. Et avec plusieurs paris, Jason se positionne pour son grand pari à contre-courant. Mais tout se passe différemment de ce qu'il attendait. J'étais simplement jeune et stupide et je ne comprenais pas vraiment à l'époque comment les marchés fonctionnaient réellement. Ce même jour, le S&P rebondit et termine la journée encore plus haut. On entre dans cet état d'esprit. Je continue de vendre à découvert. Je continue de vendre à découvert. Je continue de perdre. Eh bien, maintenant, je ne peux pas rater la baisse. Je ne peux pas rater la baisse maintenant. C'est une mauvaise psychologie de trading. On apprend seulement après avoir fait l'erreur. Ce jour-là, Jason se souvient avoir regardé sa copine en disant « Je suis foutu ». J'ai perdu environ 40 à 50% de mon compte durant cette période. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va bientôt découvrir un rapport publié régulièrement qui lui permettra de renaître de ses cendres et de gagner des millions. Son avenir est incertain, mais il a appris une leçon cruciale. Il a vendu à découvert tout ce temps et il est tombé dans un piège psychologique en se disant « Quoi ? Maintenant, il va acheter après avoir vendu à découvert tout ce temps et perdu tout cet argent ?» C'était la peur de rater le mouvement baissier quand il finirait par arriver, un piège dans lequel beaucoup de traders tombent. Malgré avoir perdu toute sa fortune, il garde espoir de réussir. Il s'assoit et écrit des pages et des pages sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. L'essence de ce qu'il écrit n'a pas d'opinion. Ils avaient un dicton à Hong Kong. Ça aurait dû monter, mais ça baisse. Alors vends à découvert, ça aurait dû baisser, mais ça monte. Alors achète. Cette philosophie de trading devient la base de ce qu'il va essayer de faire. Quand le marché te montre quelque chose, ne le combats pas. Suis-le. Mais d'abord, il lui faut du capital. Si tu es fauché mais que tu as un certain historique, tu pourrais être capable de gérer l'argent des autres. C'est ce que Jason commence à faire. Il navigue entre différentes sociétés avec un succès mitigé, cherchant sa place. C'est plus ardu que prévu. Hawaï, Chicago, New York, rien ne lui convient. Aucune de ces sociétés ne lui permet de prouver son avantage en trading, et aucune d'elles n'accepte vraiment son approche contrarienne du trading. Mais au milieu des rebondissements de ce parcours, il fait une découverte. Une découverte révolutionnaire pour son approche du trading, faite alors qu'il travaille dans une société de gestion de fonds à terme. Les conseillers en trading de matières premières ou conseillers en trading de matières premières sont des organisations et parfois aussi des individus qui sont engagés par un fonds ou un client individuel pour fournir des conseils et des services liés au trading de contrats à terme d'options sur matières premières et ou de swap. Ils sont responsables du trading au sein des comptes à terme gérés. C'est là qu'il tombe sur un rapport. Ce rapport va lui permettre de se constituer un historique de performance qui rivalise avec les gestionnaires de fonds les plus performants au monde. Le rapport Commitment of Traders.
Le rapport Commitments of Traders, publié chaque semaine par la Commodity Futures Trading Commission, révèle les positions détenues par les spéculateurs et les opérateurs commerciaux sur les contrats à terme. Jason utilise ce rapport comme un indicateur de marché. L'hypothèse sous-jacente, les opérateurs commerciaux, mieux informés, auront généralement raison, tandis que les spéculateurs auront souvent tort. Il n'y a pas de consensus sur la signification précise de certaines lectures comme signal haussier ou baissier, en termes de niveau, changement ou durée. Mais un indicateur haussier est une position longue commerciale relativement élevée ou une position courte de spéculateur relativement importante. L'inverse serait considéré comme baissier. Lorsque Jason comprend cela, il fait ce que tout trader raisonnable ferait. Il applique cette stratégie à des situations passées du marché et vérifie si elle aurait fonctionné. En regardant les rapports Commitments of Traders, il constate que les données n'ont jamais donné de signal de vente avant janvier 2000. On pourrait penser que les gens sont à l'achat, mais le sont-ils vraiment? Les petits investisseurs achetaient peut-être des actions et gagnaient de l'argent fin 1999. Les grands spéculateurs, conscients de la bulle, étaient à la vente. Le marché haussier a pris fin quand ils ont dû sortir de leur position. Une fois tous les investisseurs forcés de liquider leur position, le marché a atteint son sommet par manque d'acheteurs. Le rapport Commitments of Traders aurait détecté cette information s'il en avait une connaissance à l'époque. Non seulement il n'aurait pas perdu tout cet argent, mais il aurait probablement gagné des millions. Comme pour toute recette secrète pour gagner de l'argent rapidement, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air au premier abord. N'y a-t-il pas des moments où les opérateurs commerciaux sont vendeurs à découvert pendant très longtemps et le marché continue de monter, ou bien où ils sont acheteurs pendant très longtemps et le marché continue de baisser? Il y a des moments où cela arrive. Je pense que c'est à peu près comme n'importe quel autre type de... L'indicateur de surachat ou de survente prolongée montre qu'un marché atteignant un sommet suit généralement une période de surachat, mais peut rester en surachat longtemps avant d'atteindre son sommet, n'est-ce pas? Le Commitments of Traders fonctionne de manière similaire. Je l'utilise pour identifier des opportunités de trading, mais ça ne me pousse pas à prendre position uniquement parce qu'il est saturé. Un Commitments of Traders saturé m'ouvre simplement une fenêtre pour envisager une opération. Je ne prends pas position tant que le marché n'a pas confirmé cette idée de trade d'abord, et je pense que c'est quelque chose d'important pour toute personne qui fait du trading. Tu sais, il faut attendre que le marché confirme ton idée avant de réellement passer à l'action. Il y a certains marchés comme l'or et le pétrole brut où les commerciaux sont presque toujours à découvert. Est-ce qu'on peut dire que, dans ce type de marché, une zone d'achat pour le Commitments of Traders serait quand les commerciaux sont à découvert, mais que leur position vendeuse est relativement faible par rapport à la fourchette historique? C'est exactement ça, et c'est pour ça que je prends ces données et que je les indexe pour justement éliminer la situation dont tu parles. Tu sais, quand tu les indexes, quand les commerciaux ne sont presque pas à découvert, l'index va montrer qu'il y a un gros signal d'achat, tu vois. Je n'attends pas que les commerciaux s'attardent sur l'or, sinon je devrais attendre toute ma vie. J'indexe simplement les données et procède ainsi. Armé de cet outil puissant, Jason part à la conquête des marchés et reprendre le trône. Même s'il a un plan puissant, Jason a besoin que quelqu'un lui donne une chance s'il veut prouver sa stratégie. Et il a de la chance. Un ami de Jason obtient un rôle important chez Walter Garrison Associés, un fonds spéculatif multistratégie de premier plan. Les hedge funds multistratégie sont des institutions très respectées dans la finance. Au cœur des fonds spéculatifs multistratégie se trouve une gamme diversifiée de stratégies d'investissement, allant du long short action au global macro, en passant par l'événementiel, le quantitatif et bien d'autres encore. Cette diversité leur permet de tirer parti des opportunités à travers différentes conditions de marché, que ce soit lors de marchés haussiers, baissiers ou pendant des périodes de forte volatilité. Chaque stratégie étant finement ajustée par des professionnels chevronnés, ces fonds possèdent la flexibilité nécessaire pour s'adapter rapidement aux dynamiques changeantes du marché, maximisant ainsi les rendements, tout en minimisant les risques. De plus, l'ampleur des ressources dont ils disposent permet aux fonds spéculatifs multistratégie d'employer des technologies de pointe et des analyses sophistiquées pour orienter leurs décisions d'investissement, allant des systèmes de trading algorithmiques aux modèles avancés de gestion des risques. Ces fonds tirent parti des outils et techniques les plus récents pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. En combinant l'humain et la technologie, ils recherchent l'alpha.
Impressionné par les compétences acquises de trading de Jason, son ami lui propose un poste de trader au sein de l'entreprise, avec un package alléchant, un salaire généreux de 250 000 $, un compte initial de 50 millions de dollars à gérer, un camp dédié pour l'assister et un bureau prestigieux avec vue sur Park Avenue. Avec peu à perdre et une stratégie de trading approuvée, Jason accepte. La présence d'un camp à plein temps dans son équipe s'avère inestimable pour Jason. Cela lui permet de systématiser une grande partie de son approche de trading contrarienne, mais il ne s'appuie pas uniquement là-dessus. J'écoute ces personnes sur Bloomberg, j'écoute ce qu'elles disent et où elles se positionnent. Je ne peux pas vraiment voir les données. Les gens disent parfois être d'accord lors d'un achat, mais ne se répètent pas, ce qui permet de comprendre où se situe le consensus. Ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Lorsqu'il parle de trading, Jason insiste sur l'importance d'attendre la confirmation du marché. Si le sentiment est massivement baissier et que le Dow Jones chute de 1000 points pour clôturer à son plus bas, il n'achète pas automatiquement. Cependant, si tout le monde est pessimiste et qu'en dépit des mauvaises nouvelles, le marché termine en hausse, il entre sur le marché. Il a appris à ne pas aller à l'encontre de la tendance du marché. La patience est essentielle. Le marché indiquera quand il sera temps d'agir. Il place son stop-loss au plus bas du jour de retournement et s'y tient. S'il prend une position longue et que le marché revient à ce plus bas, il sort. Ce niveau de discipline lui permet d'avoir un stop pertinent en place pour chaque trade basé sur les mouvements du marché. Une fois placé, ce stop reste en place jusqu'à son déclenchement. Sa stratégie contrarienne fonctionne parfaitement. En 2 ans, son compte passe de 50 millions de dollars à 600 millions. Il reste au fond pendant 5 ans, générant un parcours exceptionnel année après année, y compris en 2008, une année où le suivi de tendance a particulièrement bien fonctionné et où Jason a réussi à générer des rendements significatifs grâce à son approche contre-tendance. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il ne profite pas de la baisse des actions ni de la hausse des obligations, mais il participe à l'action en étant vendeur, sur le pétrole brut et d'autres matières premières. Et c'est l'un des trucs avec le Commitments of Traders, c'est que tu prends ce qu'il te donne, tu sais, et tant que ça rapporte de l'argent, peu importe vraiment sur quel marché tu as gagné. Je m'en fiche de gagner de l'argent en vendant à découvert du soja ou des actions, ça ne fait aucune différence pour moi. Dans les années qui suivent, Jason lance plusieurs véhicules d'investissement à lui et il teste les limites de sa stratégie avec une opération qui n'est pas seulement sa meilleure, mais aussi la plus formatrice. La Suisse annonce qu'elle va abandonner son taux plancher de 1,20 franc pour 1 euro. La raison pour laquelle cette décision est une telle surprise, c'est que la Suisse a déclaré publiquement à maintes reprises qu'elle était pleinement engagée envers l'euro. Le franc suisse s'envole immédiatement de 20%. Oui, c'est le piège. Ils le font le week-end. Donc le lundi matin, beaucoup se réveillent le bec dans l'eau. J'avais acheté des francs suisses à la clôture du vendredi, sans rien savoir sur la banque suisse ni sur leur plan, simplement parce que le Commitments of Traders indiquait que les gens étaient massivement à découvert sur cette devise, et le franc suisse m'avait donné un signal de confirmation ce jour-là. Selon les informations que vous aviez avant le week-end, ce mouvement a créé des gagnants et des perdants. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu ce mouvement énorme. Je dirais que ce mouvement énorme est arrivé parce que la position vendeuse était tellement encombrée. Donc, quand il y a eu ce mouvement massif et qu'ils ont été obligés de le réévaluer à la hausse, il y avait tellement de vendeurs à découvert qu'ils ont tous été squeezés. Et quelques personnes ont même tout perdu sur cette opération. Mais au final, en seulement 3 mois, le franc suisse est redescendu exactement là où il était. L'histoire fondamentale de ce que le franc suisse a fait n'a vraiment rien signifié. C'était un déclencheur pour forcer les vendeurs à découvert à se couvrir et à sortir. Tout était une question de positionnement. Jason réalise environ 20% de profit sur cette opération en une semaine, ce que d'autres rêvent de gagner en 1 an. Mon rendement annuel moyen peut être 3 fois supérieur à ma plus grande perte maximale. C'est vraiment ce que j'essaye de faire. Et c'est ce que j'ai réussi à faire jusqu'à présent. J'ai au moins réussi à accomplir cela et ça me rend fier de ce que j'ai pu accomplir. Je crois que je suis né contrarien, ce qui a probablement contribué à mon succès dans le trading.
Avec le temps, j'ai appris que la discipline et la gestion du risque sont les aspects les plus importants du trading et c'est ce qui m'a permis de réussir. Ce sont les choses importantes, n'est-ce pas? Vous pouvez trader comme vous voulez. Sans discipline et sans gestion du risque, ça ne fonctionnera pas sur le long terme. Avec de la discipline et une bonne gestion du risque, il y a une probabilité bien plus élevée de réussir sur le long terme. Je ne l'ai appris qu'à travers mes échecs. La difficulté du trading réside dans l'apprentissage par l'échec, seule vraie façon de progresser. Tu peux essayer de lire des livres et de t'informer et tout ça. Si tu es intelligent, tu peux apprendre de l'expérience d'autrui. Mais ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des gens dans le monde, moi y compris, n'apprennent vraiment qu'à travers leurs propres expériences. C'est un jeu très, très difficile et la plupart des gens s'y lancent sans comprendre cela. Ils entendent juste que le marché semble être un endroit idéal pour gagner de l'argent et peut-être qu'ils en gagnent au début, mais ça ne fait qu'empirer les choses. J'ai gagné de l'argent au début et c'était la pire chose qui me soit arrivée parce qu'ensuite je pensais savoir ce que je faisais. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que je ne savais pas ce que je faisais. Tu sais, dans un marché haussier, tout le monde est un génie dans un marché haussier.